Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur France 3 Alpes. Au sommaire de cette édition, c'est sans doute le fait marquant de ce dimanche. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre vient de s'achever. 2,5 millions, c'est le nombre de votants estimé à 17h. Nous irons à Grenoble et dans plusieurs petites communes de Haute-Savoie où vous verrez, on a beaucoup voté. Il est l'invité de ce dimanche soir. Jean Sulpice, l'un des plus jeunes chefs de France, doublement étoilé au guide Michelin pour son restaurant à Val Thorens. Il nous parlera de son nouveau projet, le prestigieux Chalet Bise, qu'il reprend sur les bords du lac d'Annecy. Et puis, comme chaque dimanche soir, nous parlerons sport avec Frédéric Lefrançois. Bonsoir Fred, on vous écoute pour le programme. Et ce soir, nous parlerons dans la page sport de rugby, de natation, de football, de hockey sur glace. Et puis ce soir, dans la page sport, rencontre avec l'Isérois Alexandre Giroux, champion du monde de quad. Il se prépare à participer à son premier Dakar, l'épreuve reine des rallye-raids qui débutera le 2 janvier prochain. Mais d'abord, nous partons à Grenoble où les bureaux de vote n'ont pas désempli aujourd'hui pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Les Républicains grenoblois étaient en ordre de marche pour organiser le scrutin. Ambiance avec Marie Michelier et Dominique Semet. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de commencer par la première queue. C'est une première pour les électeurs de la droite et du centre, nombreux dès l'ouverture ce matin, parfois même un peu avant. Et vous signez ici la charte d'engagement. C'est un devoir que nous avons en tant que Français. Je trouve que c'est aussi bien, en tant que citoyen, déjà d'intervenir sur ce premier tour. Ça permet de choisir le candidat de droite qu'on estime être le meilleur. Dans ce bureau grenoblois, la foule surprend et rassure aussi les organisateurs. Car l'objectif avoué, en plus de départager les candidats, c'est de faire aussi bien en termes de participation que la primaire organisée par la gauche en 2011. On est déjà à plus de 150 votants et on estime qu'il en faudrait 300 pour atteindre les 3 millions de votants. 300 par bureau, il y a 10 000 bureaux. Ça s'annonce être un vrai succès populaire. C'est important parce que ça va donner une légitimité à notre candidat, ça va lui donner une force, une énergie. Autre bureau de vote et même constat, ici aussi ça ne désemplit pas. Seuls ou en famille, les électeurs sont là. Dans la foule, Richard Cazenave, porte-parole d'Alain Juppé dans le département, attentif aux anomalies qui pourraient exister dans ce scrutin particulier. Il faut que je m'assure que les choses se font dans les règles et qu'il n'y a pas de problème majeur. Bon, il y a quelques petits problèmes quand même par-ci, par-là, des listes électorales incomplètes, pas de choses qui mettent en cause la sincérité, mais ensuite, si vraiment les problèmes de liste se multipliaient d'une manière importante, ça pourrait peut-être poser un problème si le scrutin est très serré. Et comme nous savons qu'il va l'être, c'est quand même très important d'y veiller. Les 173 bureaux de l'Isère viennent de fermer leurs portes. Dans quelques heures, des 7 candidats en lice, il n'en restera plus que 2, que les électeurs départageront dimanche prochain. Journée de vote aussi en Haute-Savoie. On s'est déplacé et même beaucoup dans cette terre traditionnellement à droite. Contrairement à Grenoble, les bureaux étaient répartis dans de petites communes comme à Samoin ou à Marnat. Reportage Serge Vaurette, Marion Feutry. Une petite signature pour la droite et le centre, mais un grand vote pour la République. C'est un peu le sens de cette grosse participation, même si parfois on a pas mal discutaillé en famille avant de venir. Je suis contre la primaire. Vous êtes venu quand même? Parce qu'il m'a obligé, hein, vous savez, depuis 50 ans. C'est-à-dire dans la mesure où on est obligé de faire un choix a priori, avant les élections, il faut avoir le sens pratique, c'est tout. Dans le bureau de Samoin, 2 des 3 tendances les plus importantes sont présentes. D'abord, le maire du village d'à côté, qui a clairement opté pour Nicolas Sarkozy, l'homme de la situation. On a quelqu'un qui doit avoir la capacité de rassembler, quelqu'un, je pense aussi, qui doit porter aussi des valeurs et puis un engagement fort pour essayer de réformer notre pays, qui en a quand même grandement besoin. Voilà, on sait qu'il y aura des réformes qui ne seront pas simples, hein, mais il faut avoir le courage de les mener et je pense que c'est l'homme de la situation. Et puis le maire de Samoin qui voit, lui, en François Fillon, l'homme de terrain. C'est un candidat qui a un programme très précis depuis 3 ans, qui est basé sur une consultation de la population dans toute la France pendant plusieurs années, et en fait qui a toujours été constant dans son programme. Il ne dévie pas en fonction des sondages, etc. Il est droit comme dans ses bottes, comme on dit, et en fait c'est un candidat qui a le courage aussi d'annoncer ce qu'il va faire, et qui sera ce qui est nécessaire à la France pour la redresser.
Petit saut de montagne, nous sommes maintenant dans la vallée de l'Arve, juste à côté, industrieuse et souvent populiste dans sa manière de voter ces dernières années. Les deux hommes forts de la place, le maire de Cluses et le sénateur de Marnat, ont pris eux fait et cause pour Alain Juppé, l'homme d'État. Dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, je trouvais que la méthode était intéressante et que l'homme avait une forme d'autorité froide dont le pays a besoin, un peu en opposition, c'est vrai, avec les deux présidents de la République précédents, François Hollande mais aussi Nicolas Sarkozy, pour redonner de la hauteur à la fonction présidentielle. En Haute-Savoie, les 9 parlementaires sont de droite ou du centre. C'est dire si les électeurs se sentaient concernés par ces primaires. Reste à savoir s'ils se sont chicanés pour savoir qui les représentait le mieux. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. En Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, des vents violents sont attendus dans la soirée. Dans les deux Savoies, les zones de montagne seront particulièrement concernées. Plus d'informations sur notre site internet alpes.france3.fr. C'est ce qu'on appelle une success story. Née il y a 20 ans à Lyon, ldlc.com est d'abord un site internet de vente de matériel informatique, mais aussi un réseau de boutiques un peu partout en France et en Rhône-Alpes, à Villefranche-sur-Saône ou à Saint-Martin-d'Air. Et c'est en Isère, à Saint-Quentin-Falavier, que toute la marchandise est préparée et expédiée. Reportage Daniel Pajonc, Arnaud Jacques. Nous voici au cœur de la logistique du site en ligne, 21 000 mètres carrés, 30 000 références et 5 000 colis qui partent chaque jour pour la métropole, les DOM-TOM et le Benelux. Un tiers des 750 employés du groupe sont chargés de préparer les colis. Donc on est au point de départ des commandes ici avec la constitution des colis. Le système va organiser les colis en fonction de la taille des volumes et volumes des articles et va constituer un carton vide. Chaque carton vide va être étiqueté, va avoir sa propre liste de colisage et va vivre sa vie tout au long du circuit. Un circuit de 300 mètres sur lequel les logisticiens déposent et complètent les commandes pour approvisionner les clients du site web et les boutiques. Il faut absolument que le délai soit le plus court entre le moment où le client passe sa commande et le moment où il reçoit la marchandise. Donc on doit avoir un circuit très court de la réception de la marchandise depuis nos fournisseurs jusqu'à la livraison chez nos clients. Nos marges sont relativement faibles sur du matériel informatique comme celui-ci, donc on est obligé de jouer sur des phénomènes de volume et d'avoir beaucoup de volume pour pouvoir tirer notre épingle du jeu et être concurrentiel aussi par rapport à nos concurrents. On arrive à la fin de l'opération de préparation où on va fermer les colis, donc avec une opération de calage où on va bloquer les produits avant expédition et puis après les colis vont passer sur la chaîne, être fermés, cerclés et partir à l'expédition pour terminer le process et être montés dans les camions. D'ici à 2021, LDLC envisage de créer 80 nouvelles boutiques sur le territoire hexagonal. Une question d'expertise et de proximité, dixit son fondateur, qui reconnaît avoir eu du nez quand il s'est lancé il y a 20 ans. Ce serait beaucoup plus compliqué. Le marché est devenu mature. Quand on est né sur Internet, il n'y avait pas de concurrence. On est né avec les gens qui sont devenus nos concurrents, plus ou moins gros dans le temps. Aujourd'hui, se lancer sur notre segment, c'est plus compliqué. Se lancer sur Internet, c'est toujours possible dans plein de secteurs. Sur le nôtre, c'est pas simple parce que les acteurs sont devenus très gros et très solides. Et c'est précisément ce qu'a fait Laurent de la Clergerie. Depuis 2007, il a développé des filiales qui touchent à d'autres domaines. C'est le cas de la puériculture, mais aussi des professionnels de l'électricité ou encore de la sécurisation des paiements en ligne. Le but, développer de futures et fructueuses niches. Allez, comme promis, on passe au sport avec Frédéric Lefrançois. Et je crois qu'on débute par une défaite. Ça ne vous plaît pas beaucoup, mais il faut bien. Il faut s'y habituer, surtout une défaite de plus, effectivement, à rajouter dans le panier du FCG qui ne manque pas de ce genre de contre-performance depuis le début de la saison. La défaite hier soir, c'était face au Racing Club 92 sur le score de 29-24. Et pourtant, hier soir, ils n'ont pas démérité les joueurs du FCG en inscrivant 3 essais. On voit le premier. Un magnifique essai avec un ballon voyageur qui passe de main en main sans jamais s'arrêter, sauf quand il finit dans celle de Fabien Alexandre, le 3e ligne grenoblois qui vient d'aplatir. Et puis dans un style plus direct, voici le 3e essai isérois, c'est Farrell qui, tel un missile, transperce la défense du Racing. De beaux essais, le point du bonus défensif, mais Grenoble est toujours relégable.
On continue avec d'autres résultats, un coup d'œil à ces résultats qui datent d'hier soir, résultats de ce week-end. Côté football, en CFA, on a joué effectivement avec une douche froide pour le Grenoble, pour le GF38 qui s'incline 1-0 à Andrézieux. Le club grenoblois compte désormais 8 points de retard sur la première place. Et puis, belle victoire du FC Annecy 4-2 face à Reims avec un but de Nassim Makrour pour les Hauts-Savoyards. Annecy est désormais 5e de CFA, juste derrière Grenoble. On enchaîne avec en hockey sur glace cet après-midi la 22e journée de Ligue Magnus. Et en tout cas, on jouait pour Grenoble et les Brûleurs de Loups se sont imposés sur le score de 3-1 face à Gap. C'est la 8e victoire de rang pour les Grenoblois. Défaite pour Chamonix-Morzine à Angers 3-2. Mais le match avait été joué le 30 octobre dernier. Encore un résultat, mais cette fois, on quitte la terre ferme et on plonge. Petit bassin. Jordan Potin, ça le fait bien, vous allez le voir sur ces images, à l'occasion des championnats de France en petit bassin organisés à Angers. Le nageur isérois a décroché un 2e titre hier, après celui du 400 mètres nage libre. C'est sur le 200 nage libre que le nageur licencié au Nautic Club Alpes 38 s'est imposé en 1 minute 44 secondes et 36 centièmes. Une victoire, mais Jordan n'a pas réalisé les minima qualificatifs pour les prochains mondiaux. Et puis c'est un champion qui marche et même qui roule sur les traces de son père. Sur les traces également du Dakar, car le Dakar, il y a ceux qui le font en camion, d'autres qui le font en voiture. Il ne faut pas oublier ceux qui le font en moto et il y a ceux qui le font en quad, qui prendront le départ effectivement en quad. Parmi eux, l'Isérois Alexandre Giroud, champion du monde de la spécialité, qui se prépare à prendre le départ de ce rallye raid, le Dakar, pour la première fois de sa carrière. Le champion isérois a de qui tenir, puisque son père Daniel Giroud a été le premier pilote de quad à terminer l'épreuve. C'était en 1997. Il se prépare depuis 2 ans. Il est très motivé. Il a mis toutes les chances de son côté. Champion du monde 2015, Alexandre Giroud vise le Dakar 2017. Il n'a pas les moyens d'avoir une assistance technique. Il sera son propre mécanicien. Je pars sur un Dakar avec un petit budget, mais avec, je pense, un très gros physique et un gros moral surtout. Et puis une machine que je connais sur le bout des doigts et qui peut me permettre, dans des situations difficiles, de rallier l'arrivée. Et c'est ce qui compte pour un premier Dakar. Le prochain rallye, c'est 8000 km en Amérique du Sud, dont 5000 chronométrés. Sur 12 étapes, plusieurs sont perchés à plus de 3000 mètres d'altitude. Le pilote suit un entraînement intense. On fait du renforcement musculaire, comme beaucoup de gainage, et comme du travail cardio, de l'endurance fondamentale, donc à travers le vélo, la course à pied, la natation ou le quad. Là, celle-là aussi, c'était pas mal au départ, mais tu vois, j'avais déjà des sangles sur le réservoir. Alexandre Giroud a de qui tenir. Son père a été le premier pilote de quad à terminer le Dakar. C'était en 1997, à l'époque africaine. Et toute la famille s'est prise de passion. Kevin, le fils cadet, sans oublier Corinne, la maman. Au moment des entraînements, j'ai passé pas mal d'heures à les regarder, à les tendre. Et un jour, j'ai dit, stop, je monte sur un quad, vous m'apprenez à faire. J'étais pas forcément jeune. Et 1 an après ces entraînements, je me suis mise à la compétition. Tous les week-ends, on était sur les courses de quad. À l'époque, je faisais beaucoup de quad cross. Donc, ils suivaient et puis forcément, ils y ont pris goût. Et puis voilà. À 20 ans de distance, le Dakar s'est professionnalisé, les quads se sont perfectionnés. Mais le fils champion du monde va concourir dans le même esprit que son père. Son père qui va bien sûr l'assister tout au long de l'épreuve qui démarre le 2 janvier. Allez, on finit en beauté avec un voyage virtuel, la revue du web. La revue du web, 4 extraits vidéo consacrés au sport tirés de la toile, tirés de l'internet. Ce soir au programme du ski en mode avance rapide ou alors carrément bloqué sur la touche pause, du vélo avec Léo et enfin du parapente. On avait adoré le premier épisode et on attendait avec impatience la suite de Fast Forward. On n'est pas déçu du résultat. Dans ce deuxième opus, on retrouve Julien Régnier et Kevin Rolland toujours en pleine cavalcade à la Plagne. Ça enchaîne comme il faut et cerise sur le gâteau, on a le droit à des sessions de nuit qui mettent en lumière le ski de nos héros. Le premier épisode avait fait plus de 4 millions de vues. Après le Harlem Check,
Dans la foulée du Ice Bucket Challenge, voici une nouvelle vague en vogue sur la toile et les réseaux sociaux. Le mannequin challenge. Ou comment prendre la pose comme si vous étiez en action. Il n'y a pas photo et à ce petit jeu, l'équipe de France de descente est plutôt bonne. Et gros big up pour celui qui a joué le rôle du skieur qui tombe. Léo Nobile et son petit vélo, c'est une histoire qui dure et qu'on vous raconte depuis longtemps dans la revue du web. Cette fois, nous retrouvons notre Savoyard à Chambéry dans une session façon vélo d'appartement à la sauce freestyle. Un appartement ambiance lendemain de fête qu'il faut vite quitter pour aller se remettre les idées en place avec un bon bain d'eau froide. Et on se quitte là-haut, en nocturne et en plein rêve avec Jean-Baptiste Chandelier, plus poète que jamais. Le petit prince du parapente, le temps d'un vol de nuit, rase le sol éclairé par de drôles de lucioles. Une belle, très belle vidéo où l'imagination a pris le pas sur les monstres effets spéciaux. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et l'affiche, c'est ce très beau rendez-vous le week-end prochain à Saint-Martin-d'Hères avec le 2e Open des Alpes de natation. Il va y avoir du beau monde, du joli monde dans le bassin avec la présence, entre autres, de Jordan Potin, le local, Mehdi Metella ou encore Camille Lacour. Merci Fred, on vous retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Allez, place maintenant à notre entretien à grand format avec une personnalité de la région. Ce soir, c'est Jean Sulpice qui répond aux questions de Yann Gonon. Le nouveau chef étoilé a fait le pari de la gastronomie en altitude à Val Thorens. Il nous parle de cette cuisine du cœur et aussi de son nouveau projet sur les bords du lac d'Annecy. Regardez. Bonsoir Jean Sulpice, Bonsoir. Chef doublement étoilé installé à Val Thorens et donc propriétaire depuis peu de l'auberge du Père Bise au bord du lac d'Annecy. Vous dites, je crois que c'était le projet d'une vie. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est passé tout simplement, c'est que je suis arrivé à Val Thorens en 2002 et j'avais toujours dans un coin de ma tête de redescendre dans la plaine pour trouver une maison où on puisse s'exprimer avec mon épouse Magali, avoir de l'hébergement, avoir un endroit où on peut accueillir aussi bien pour le déjeuner, mais pour dormir, pour le petit déjeuner, faire vivre une expérience sur une globalité. Enfin, le Père Bise, c'était quand même l'institution parmi toutes les institutions. Alors oui, le Père Bise, c'est une longue histoire. C'est la création 1903 du chalet Bise. Et avec Magali, on arrive comme ça sur cette belle histoire. Et on a vraiment envie de continuer cette histoire de cette belle maison pour tous ceux qui sont passés auparavant dans cette maison et qui ont fait ce que cette maison elle est autour de la gastronomie. Il y a beaucoup de personnalités qui sont passées dans ce lieu gastronomique. Et on veut continuer, pérenniser ce lieu autour de la gastronomie. Alors Jean Sulpice, vous êtes l'un des plus jeunes chefs doublement étoilés. Comment tout a débuté? Vous êtes tombé dedans tout petit, je crois. Hein. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient hôteliers-restaurateurs à Aix-les-Bains et je suis né dans cet univers. Cet univers, au tout début, ne m'a pas forcément inspiré, mais j'étais dedans à ouvrir la porte de l'ascenseur des clients, de refermer, de monter 4 par 4 les escaliers pour les ouvrir avant que l'ascenseur arrive, pour les accueillir, les accompagner dans les chambres, mais aussi d'aller en cuisine. À l'époque, il y avait un monte-charge, de vérifier que les assiettes, la sauce n'avait pas débordé, vérifier le rebord des assiettes soit propre. Et c'est cet univers, cette ambiance qui m'a toujours plu. Et quand il a fallu que je trouve ma voie, en 3e, j'avais deux stages à faire et j'ai fait 2 stages dans 2 styles de restauration complètement différents. Et le déclic, il est venu là. Et j'ai trouvé une belle maison d'apprentissage au bord du lac, du Bourget du lac. C'est l'auberge de la Martine. Et ma passion s'est révélée là et c'est parti de là. Après, vous avez été également, on va dire, coaché par les plus grands, Marc Vera par exemple. Oui, alors c'est grâce à la télé que j'ai découvert Marc Vera le soir et j'ai vu ce personnage et ça m'a vraiment passionné parce que j'ai toujours été passionné par la nature et il mettait en scène la nature dans son assiette et aussi son terroir et j'étais très intéressé de découvrir ce chef-là et j'étais plus qu'intéressé parce que j'en suis resté 5 ans et c'est un chef qui m'a beaucoup marqué. Oui. Alors quand vous avez repris votre restaurant à Val Thorens à 2300 mètres d'altitude, on vous a dit, je crois au début, ça ne marchera jamais, la gastronomie en altitude comme ça. Qu'est-ce qui est compliqué quand on veut faire de la grande cuisine en montagne ?
Alors déjà, cuisiner dans un univers de ski, c'était nouveau pour moi. Même si j'étais le second de Marc Vera à Megève, les clients n'arrivaient pas en ski dans le restaurant. Puis il a fallu s'adapter aussi à l'univers, au temps. Il peut y avoir des tempêtes de neige, la route peut être coupée, donc il faut dégager déjà son restaurant pour que les clients puissent y accéder. Et il y a les livraisons aussi qu'il faut assurer malgré tout. Des fois, on n'est pas livré, on est livré très tard et le client ne doit pas le savoir. Et aussi, j'ai été confronté à l'eau qui ne bout pas à 100 degrés. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire tout le monde, mais les cuissons... En altitude, elle bout... Aux alentours de 83, 90 degrés. Et qu'est-ce que ça change dans la cuisine ? Du coup, les cuissons sont beaucoup plus longues, ça change vraiment les cuissons. Puis il y a la pression atmosphérique aussi qui change sur les cuissons, aussi sur le peu taux d'humidité, où nous, on le ressent sur la peau, mais ça se ressent aussi sur les produits, donc il faut bien les humidifier. Et Magali, mon épouse, aussi, a été confrontée sur les vins avec... Alors, c'est la sommelière de l'établissement ? Voilà, tout à fait. Elle a été confrontée sur des vins qui vieillissent un peu plus vite, notamment sur les champagnes et les vins blancs. Et puis des vins bio qui peut être un peu plus fragile à 2300 mètres d'altitude. Jean Sulpice, qu'est-ce qui vous inspire dans votre cuisine ? Alors, ce qui m'inspire, c'est de mettre en scène les produits de mon terroir, de mettre en scène des produits, de les remettre dans un univers naturel. Et quand on met dans la bouche, que ça soit cohérent et sensé. Je cherche à faire une cuisine d'émotion, une cuisine de cœur, de faire vivre une histoire autour de ma cuisine. Et c'est ça qui me passionne dans mon métier-là. Alors décrocher 2 étoiles au Michelin, c'est extraordinaire. Les conserver, c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous vivez en permanence avec cette peur de perdre ces étoiles ? Alors, on a un métier qui est très exigeant, mais on le sait, on ne nous met pas les étoiles qui sont attribuées toute notre vie, mais c'est comme ça, c'est la magie aussi de notre métier, c'est de se remettre en question perpétuellement, d'être toujours à la recherche de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, de nouvelles recettes, tout ça pour dégager de l'émotion autour de notre client et donner le mieux à notre client. C'est pas quelque chose qui vous paralyse, par exemple ? Non, parce que c'est en moi, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite et ma seule préoccupation, c'est pas les étoiles, c'est l'émotion du client, c'est le client. Les étoiles, c'est quoi les étoiles ? C'est le client qui vous donne la satisfaction de votre travail. Et ça, c'est important. Avec mon équipe, tous les jours, au quotidien, je leur dis, on est là pour nos clients, on est là pour les accueillir, on est là pour les régaler, on est là pour leur faire passer un bon moment autour de notre table. Et j'ai besoin de vous. Donc c'est avec mon équipe qu'on fait ce travail au quotidien. Merci en tout cas Jean Sulpice, merci d'être venu dans ce journal et puis bonne chance donc à Val Thorens et donc au bord du lac d'Annecy. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, ce rendez-vous sur France 3 Alpes à 9h45 avec Auvergne-Rhône-Alpes matin. Au sommaire, comment favoriser l'accès à l'emploi avec l'association La Cravate Solidaire. Et puis à midi, le journal des Alpes sera présenté par Marie Michelier. Quant à moi, je vous dis à bientôt, très belle soirée à vous.